de retour dans l'Africa News, nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo, Jean-François Kandji-Kombe et Daoud Attal. En Guinée équatoriale, les services de télécommunications sont encore à améliorer. Depuis 2011, le gouvernement investit en masse pour améliorer d'une manière significative leur qualité. C'est ainsi que l'organe de régulation de télécommunications de la Guinée équatoriale a lancé un plan 2016 de développement du secteur. Un plan qui nous est détaillé par ce reportage de notre correspondant Serge Kofi. C'est l'un des services les plus chers de la sous-région. Les services de télécommunications en Guinée équatoriale restent très prohibitifs par rapport à ses voisins du Gabon et du Cameroun. 3 opérateurs se partagent le marché local. L'opérateur historique guinéen équatorial de télécommunications RETESA, qui détient près de 70% des parts de marché. Guinée équatoriale Comunicaciones Sociedad Anónima, et comme ça, arrivé sur le marché en 2008 et IT Télécommunications devenu en 2013 Mouni. Selon l'organe de régulation des télécommunications, la rentabilité des opérateurs reste élevée, mais les services restent encore peu satisfaisants en termes de coût et de qualité. Une situation qui s'explique par bien des facteurs. Notre circuit international est encore fait par satellite. Et vous savez que les sortir par le satellite coûte extrêmement cher, d'autant plus que c'est des satellites qui ne sont pas des nôtres. Donc ça c'est le premier. Le deuxième c'est la vétusté des réseaux sur lesquels doivent opérer les opérateurs télécoms présents en Guinée équatoriale. La dynamique des investissements dans le secteur reste soutenue et particulièrement sur le mobile. Le gouvernement équato-guinéen a réalisé un investissement important pour optimiser le service national des télécommunications. D'un coût global de 35 millions de dollars, le projet consiste à revoir jusqu'en 2020 les infrastructures de télécommunications avec l'installation d'une fibre optique qui unit actuellement Malabo et Bata. Malgré cet investissement, le coût des services reste encore élevé. La fibre optique influe beaucoup sur ce qui est la transmission de l'information par les données et voix. De ce fait, la stratégie du gouvernement a été ces dernières années des projets de connectivité en installant cette fibre optique sur l'ensemble du pays. Ainsi, les utilisateurs pourront passer de la technologie 3G à la 4G qui offre plus de possibilités. Nous, en tant qu'organe régulateur, nous agissons pour que les prix baissent. Los usuarios puedan beneficiarse de mejor Internet y a la par el regulador está haciendo todo lo posible para que los precios bajen. Selon les experts, un travail doit être fait du côté des opérateurs locaux qui doivent développer de nouvelles offres de services. Il leur reste encore à développer des offres innovantes telles que le paiement mobile, ce service de transactions financières par téléphone pour que les opérateurs de télécom soient eux aussi des acteurs de relais de croissance en Guinée équatoriale. Daouda, pourquoi, à l'instar de ses voisins, la Guinée équatoriale n'a-t-elle pas réussi à baisser les tarifs des services de communication? Vous parlez dans le reportage de la vétusté des réseaux, mais ce n'est pas forcément un problème équato-guinéen. Oui, non, mais je pense que quand même c'est un élément important qui peut augmenter les coûts en termes de maintenance, parce que s'il faut toujours venir réparer, etc., il y a des coûts que les entreprises de téléphonie supportent, et en dernière instance, c'est, entre guillemets, c'est les consommateurs qui supportent. Mais il n'y a pas que ça, effectivement, et je pense aussi il y a la taille du marché. Il est évident que quand on peut faire des économies d'échelle, c'est-à-dire utiliser des infrastructures existantes, répartir les charges fixes des opérateurs auprès des clients, plus on en a de clients, mieux, plus on peut baisser en tout cas le coût du téléphone. Et la Guinée équatoriale, ça reste quand même un petit marché pour la téléphonie mobile vu la taille de sa population. Donc ça, il y a là autant d'éléments qui jouent. Mais je pense aussi que de toute façon, vu les marges que font les opérateurs de téléphonique en Afrique, et la Guinée équatoriale ne doit pas être une exception à ce niveau-là, il faut que les autorités de régulation et l'État tape du poing sur la table pour dire il faut baisser les coûts pour quand même un service public intéressant, en tout cas que chacun y trouve son compte. Justement, Jean-Marie, que fait l'organe de régulation des télécommunications pour contraindre ces 3 opérateurs à proposer de bons services et surtout des tarifs concurrentiels? Des tarifs concurrentiels, on revient sur ce que je dis toujours sur ce plateau. J'en parlais tout à l'heure avec la notion de taille critique. La taille critique, Daouda vient de le souligner. Plus vous avez un pays, si vous voulez, sur lequel vous ne pouvez pas faire bénéficier la production, que ce soit la production matérielle ou la production de services d'économie d'échelle, vous tombez tout le temps là-dedans. D'autant plus que là,
l'économie guinéenne, si vous voulez, part de très très loin. C'est-à-dire la vétusté dont on parle aujourd'hui, si vous voulez, la Guinée équatoriale, avant qu'elle n'ait du pétrole, c'est-à-dire tous ces équipements-là, ce sont des équipements qui ont été laissés par le colon espagnol en tant que tel. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier, on parle de la Guinée équatoriale sur la dimension historique. Il est tout à fait normal que ces coûts-là soient prohibitifs. Prohibitifs, tout simplement pourquoi ? Parce que les autorités de régulation, comme Daouda vient de le dire, doivent taper du poing sur la table. Regardez le niveau de rentabilité des entreprises, par exemple de ces entreprises-là. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse ces études comparatives-là. Le niveau de rentabilité de ces entreprises-là dans leurs pays respectifs et le niveau de rentabilité qui est retiré chez nous en Afrique. Et ce serait quelque chose de très, très intéressant de pouvoir se poser la question de savoir comment se fait-il que vous avez un niveau de rentabilité qui est beaucoup plus faible, d'autant plus que les équipements sont des équipements amortis. Donc, essayer de favoriser la population pour qu'elle puisse avoir des coûts de communication accessibles à l'ensemble de la population, malgré la petite taille du marché. Et on parlait téléphone portable, on va rester dans la même thématique puisqu'on va évoquer le mobile banking en Afrique de l'Ouest. Au 30 septembre 2015, 5121 milliards de francs CFA ont transité par mobile money dans la zone de l'Union économique et monétaire ouest africaine. Cette somme représente un peu plus de 346 millions d'opérations monétaires effectuées en une année. Des chiffres en nette évolution. Comment expliquer une telle révolution? Quels en sont véritablement les enjeux? Explication avec ce sujet préparé par Viviane Baoken. 5 121 milliards de francs CFA ont transité par mobile money dans la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine en 2015. Des chiffres contenus dans le rapport de la Banque mondiale sur la situation des services financiers via la téléphonie mobile dans la sous-région. Cette enveloppe représente 346 millions d'opérations monétaires effectuées jusqu'au 30 septembre 2015. La téléphonie mobile est vraiment en essor. Elle a vraiment réussi à avoir une croissance vertigineuse au cours de ces 10 dernières années. Et donc, le fait que Mobile Money injecte un tel niveau d'investissement en Afrique, ça montre que l'Afrique était un secteur porteur. Et quand on voit les afro-pessimistes, on se rend compte qu'effectivement, c'est la preuve de la vitalité de l'économie africaine. Selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest en 2015, la valeur journalière des transactions financières par mobile money s'est élevée à 18,96 milliards de francs CFA pour une moyenne d'environ 1 million d'opérations traitées. En 2014, par contre, la valeur journalière des transactions financières effectuées par mobile money était de 10,3 milliards de francs CFA pour une moyenne d'environ 7 000 opérations traitées. Toute transaction qui est rapide, efficace et qui n'a pas de coût. Et donc, c'est vraiment génératrice de revenus pour l'Afrique. Ça facilite les échanges, ça facilite effectivement le commerce. Quand l'économie est florissante, quand le chiffre d'affaires croît, il faut anticiper pour préparer l'avenir. Il faut investir davantage pour encore avoir plus de gains. La forte croissance enregistrée depuis 2013 dans le mobile money en Afrique de l'Ouest témoigne du dynamisme de ce segment de marché. Cet essor est le fruit de la collaboration entre les opérateurs des télécoms et les banques. Jean-François, peut-être rappeler que le mobile banking, au sens strict du terme, désigne les services financiers par téléphone portable offerts par les banques. Au sens large, le concept s'étend à l'ensemble des services financiers pouvant être offerts avec ou sans compte bancaire. À partir de ce constat-là, cet essor du mobile banking peut-il nuire à la bancarisation, puisque désormais on peut recevoir et envoyer de l'argent sans compte bancaire? Je pense que c'est un élément intéressant, un facteur positif pour la bancarisation, en tout cas dans des zones notamment où cette bancarisation n'est pas très avancée. Ce n'est pas tout à fait le cas de l'Afrique de l'Ouest. Quand vous prenez l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, il n'y a pas photo entre les deux. Mais je pense que c'est un élément intéressant pour la bancarisation. Je reste cependant assez réservé sur la marge de service qui peut être offerte de cette manière-là. Nous sommes sur un segment, je crois, je parle sous le contrôle de mon ami qui a plus de compétences économiques que moi, mais nous avons affaire à un segment où, dans le reportage, c'est essentiellement des banques qui offrent ce mobile banking, et ce sont des services bancaires qui sont rentables, même si le coût
pour chacun de ceux qui en bénéficient est un coût moindre. Et ce que j'observe, c'est que le véritable enjeu pour le développement de nos territoires, qui est la bancarisation physique, d'une certaine manière, le transport des banques sur l'ensemble du territoire, avec des agences, y compris sur des territoires défavorisés, pour offrir des services complets que des banques peuvent offrir, cela, nous en sommes loin, et je crains qu'on ne prenne comme prétexte précisément le développement du mobile banking pour dire, vous voyez, nous remplissons déjà cette fonction-là, par exemple, la fonction d'investissement et de prêt. Est-ce qu'on le fait sur le mobile banking? Je crois que non. C'est une fonction de vente d'argent. De transfert, surtout. Oui, mais pour le dire concrètement à nos téléspectateurs, c'est des marchands d'argent qui gagnent de l'argent sur le fait de vendre de l'argent, par mobile, par des téléphones mobiles. Ça fait très moderne, mais ça reste quand même quelque chose essentiellement rentable. Et c'est, je crois, la limite de l'exercice. Jean-Marie, je vous laisserai dire juste un petit mot sur ce sujet, peut-être nous dire quelles sont les limites justement du mobile banking, et est-ce qu'on peut le comparer à un réel système bancaire? Je pense pas, c'est-à-dire, je pense que Jean-François a tout dit. Vous pouvez pas développer un pays, si vous voulez, il faut financer des investissements, il faut financer, si vous voulez, les crédits à la consommation pour la population et tout ce qui s'ensuit. Donc là, le mobile banking montre ses limites parce que c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné, ne serait-ce que même dans un pays développé comme ici, là, nous l'avons vu. Avec les histoires de Monéo qui ont été mises en place, donc c'est pas parti très très loin. La population les a rejetées en France et on nous les impose en Afrique comme d'habitude. Et Daouda, très rapidement, on va passer au chiffre du jour. 18%, le cours des matières premières devrait plonger de 18% en moyenne en 2016 en raison notamment des excédents de production. C'est un rapport qui a été publié très récemment par un cabinet d'études. Une réaction, 18%, c'est quand même moins qu'en 2015. Parce qu'en 2015, c'était environ 38% de baisse. Bon, donc c'est déjà mieux, mais peut mieux faire. Effectivement, c'est ce que cela m'inspire comme commentaire, Mira. Je pense que la conjoncture liée au pétrole est déjà très difficile pour beaucoup de pays en Afrique. Aujourd'hui, quand on parle de baisse de du prix des matières premières, je me permets d'être un petit peu pessimiste sur le fait que les États puissent remplir davantage les politiques économiques et sociales et venir en aide à leur population. Et je terminerai en dénonçant cette guerre économique qui est menée d'abord sur le pétrole et maintenant sur d'autres éléments que sont les matières premières. Il faut que les pays du Sud s'associent, les pays africains, pour faire face à cette guerre économique. Et on va rappeler quelques autres chiffres. Cette année, les plus fortes baisses concerneront le fer, moins 28%, le soja, moins 26%, le Brent, moins 25% et le charbon, moins 20%. Il s'agit seulement de prévisions. Jean-François, une réaction? Comme par hasard. Comme par hasard, ce sont les matières sur lesquelles sont fondées l'économie, beaucoup d'économies africaines, avec des consommateurs qui ne sont pas essentiellement africains et qui décident des cours. Comme par hasard, ce sont ces matières-là qui font l'objet de cette plongée, comme si on voulait tirer l'Afrique vers le bas. Ce n'est peut-être pas l'objectif, mais puisque c'est le résultat, c'est fâcheux. Nous devrions, et je partage assez l'avis de mon collègue, j'en partage assez souvent, j'aimerais bien pouvoir le contredire de temps en temps. Surtout depuis le début d'émission. Oui, mais là, je suis désolé, on finira comme ça, on finira grand ami. Cette idée nous sommes en guerre économique. Et il faut réagir comme quand on est en face d'une conflictualité de guerre, pernicieuse de surcroît, mensongère par théorie. C'est ainsi. Jean-Marie, est-ce que l'Afrique va s'en sortir dans un tel contexte? J'emboîterais le pas. Bon, ce serait vraiment assez difficile de dire le contraire parce que, bon, si vous voulez, les événements sont tellement... nous présentent une concomitance telle que le discours de Jean-François, on peut être, comment dire, dubitatif et se poser des questions de savoir qu'est-ce qui se passe. Comme par hasard, quand on parle de l'émergence de l'Afrique, dont on en parle, c'est là où tout plonge. Tout plonge et les principaux
comment dirais-je, bénéficiaires de là se trouvent où? Je ne pense pas qu'ils se trouvent en Afrique. Donc à partir de là, on peut se poser la question. Ce n'est pas qu'on va créer haro ou complot ou quoi que ce soit. Nous ne faisons qu'examiner les faits qui se présentent, si vous voulez, dans l'actualité économique. Et c'est là où vous avez toutes les matières premières que l'Afrique peut vendre, qui piquent du nez avec des plongeons, si vous voulez, quand vous partez d'un baril de pétrole à $120, 120 $, et que vous vous retrouvez à $30 aujourd'hui, ça vient d'où? Ça vient pas des Africains. Nous sommes uniquement une victime collatérale des stratégies qui sont au-delà de ce que nous pouvons faire. Mais malheureusement, je trouve ça dommageable qu'au moment où l'Afrique a, par exemple, les capacités de pouvoir développer son potentiel, et c'est là où, si vous voulez, tout ce que l'Afrique peut produire, qui peut lui procurer des recettes d'exportation supplémentaires, ça plonge. Merci Jean-Marie. Merci Amira et bonsoir à tout le monde. Merci à vous également Jean-François. Merci Amira, bonsoir à tout le monde, aux fidèles comme aux infidèles, et au plaisir de vous les retrouver bientôt. Et merci à vous Daouda. Merci Amira, un plaisir renouvelé et bonsoir à toutes et à tous. C'était également un plaisir pour moi de vous retrouver tous les trois autour de ce plateau. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission, mais l'Africa Newsroom, ce n'est jamais fini puisqu'on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Cette semaine, toujours consacrée aux sociétés civiles sur le continent africain. Merci de nous avoir suivis. À très vite.